Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour vous expliquer le cours d'introduction à l'économie pour les étudiants de la première année. D'accord, voilà, je vous explique ce cours d'une manière qui est très simple, très facile avec des schémas, avec des graphiques, avec des tableaux et aussi avec des exemples pour qu'ils soient très clairs pour vous. D'accord? Donc, on est arrivé à la sixième chapitre. Donc, dans ce chapitre, on va voir les théories économiques ou bien les écoles de pensée économique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va voir exactement dans ce chapitre? On va voir l'école classique, ou bien le courant classique. On va voir le courant marxiste et on va voir le courant keynésien. Donc, je vais essayer de vous expliquer chaque courant, ses exemples, les idées qu'il partage, etc. D'accord? Donc, voilà, on va commencer un peu avec un petit tableau. On va dire qui va résumer les différents auteurs de chaque école et aussi quelques idées principales, juste avoir une idée générale avant d'expliquer chaque école en détail. Donc pour la pensée classique ou bien pour l'école classique, parmi les grands auteurs de l'école classique, il y a Adam Smith, il y a Malthus, il y a David Ricardo, il y a John Baptiste Say. Parmi les grands auteurs de l'école classique. Parmi les concepts et les principes partagés qu'on trouve dans la pensée classique, on trouve la liberté économique, c'est-à-dire c'est un système qui est libéral. Ils disent que l'État ne doit pas intervenir dans l'activité économique, il faut laisser les marchés libres. C'est-à-dire, parmi aussi les idées qu'on trouve, c'est l'individualisme, c'est-à-dire la propriété privée. Ils disent que il y a une liberté d'avoir, de posséder le matériel ou bien les facteurs de production. Chacun est libre de créer son entreprise. C'est ça. Et parmi les concepts aussi partagés, c'est l'intérêt général égale la somme des intérêts particuliers. C'est-à-dire que c'était le concept de la main invisible qui dit toujours l'intérêt, si chaque individu, si chaque personne suit son intérêt particulier, à la fin, on aura l'intérêt général. C'est-à-dire que l'intérêt général égale la somme de tous les intérêts particuliers de chaque individu. D'accord? Donc ça, c'est pour les classiques. Pour les néoclassiques, donc parmi les auteurs des néoclassiques, on trouve Wallace, on trouve Pareto et on trouve Menger. Donc parmi les concepts et les principes de cette école-là, eux, ils ont un comportement, bien ils partagent le comportement rationnel de l'acteur économique. C'est-à-dire que ils ont une approche qui est microéconomique. Ils s'intéressent plus au comportement individuel de chaque agent économique. D'accord? Ils ont un raisonnement qui est marginaliste. Voilà, et aussi, ils partagent l'idée de la libéralisme, c'est-à-dire l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. Ça, c'est pour les néoclassiques. Pour la pensée marxiste, donc la pensée marxiste, l'auteur c'est Marx, Karl Marx. Donc, parmi les idées qu'il a partagées, c'est ils disent que il critique les idées des classiques. Donc, Marx critique toujours l'école classique. Ils disent que le système libéral il exploite les ouvriers. D'accord? Donc, Karl Marx a partagé la théorie de la plus-value, ou bien la notion de la plus-value, qui dit que c'est dans l'exploitation de la classe bourgeoise. Ils disent que la classe bourgeoise, il gagne de l'argent quand il exploite la classe des ouvriers. Ils disent que la classe bourgeoise ne paye pas la classe des ouvriers et c'est ce paiement-là qui la rend riche. D'accord?
Et aussi, Karl Marx défend la propriété collective. La propriété collective, c'est-à-dire que c'est l'État qui doit posséder uniquement les facteurs de production. Donc les classiques, ils disent chaque individu, chaque personne est libre de créer son propre entreprise. Karl Marx dit non. La seule qui peut faire ça, c'est l'État. D'accord? Quatrième pensée, c'est la pensée keynésien. Donc, parmi l'auteur principal, c'est John Keynes. Donc, parmi les idées partagées par John Keynes, donc lui, il a une analyse qui est macroéconomique. Une analyse qui traite ou bien qui étudie l'économie d'une manière qui est générale et globale. D'accord? Et aussi, Keynes, il dit que l'État, il faut qu'il intervienne dans l'économie à travers des politiques économiques et des politiques de relance. D'accord? Et toujours, donc, le but, c'est de trouver l'équilibre. Donc maintenant, on va commencer avec l'école classique. Donc l'école classique, parmi les principaux auteurs de l'école classique, il y a Adam Smith, il y a Malthus, David Ricardo et John Baptist Say. Et la photo que vous voyez à l'écran, c'est la photo de Adam Smith. Donc qu'est-ce que ça veut dire école classique? Donc l'école classique en économie, il faut faire aussi attention parce que il y a l'école classique en économie, il y a aussi l'école classique en management. D'accord? Donc il faut faire la différence. Donc l'école classique en économie regroupe des économistes du 18e et du 19e siècle. Et c'est une école qui a été développée en même temps que la naissance de la société industrielle et le capitalisme moderne. D'accord? Donc, l'école classique regroupe tous les économistes du 18e et du 19e siècle. Il a été développé avec la naissance industrielle et le capitalisme moderne. Donc, ils ont une analyse qui est, on va dire, libérale. Ils se concentrent plus sur la production et la propriété individuelle des facteurs de production. C'est-à-dire qu'ils favorisent l'initiative privée et que les individus créent l'entreprise. C'est-à-dire un système qui est libéral. Tout est libre de créer de la richesse, de créer de la valeur, de prendre l'initiative, de créer des entreprises, etc. Donc parmi les théories développées par l'école classique, on va commencer avec la théorie des avantages absolus. Donc la théorie des avantages absolus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que chaque État doit spécialiser dans la production et l'exportation des produits dont il dispose d'avantages absolus, c'est-à-dire qu'il produit à un coût faible par rapport aux autres États. Donc pourquoi il dit ça? C'est pour augmenter la qualité et baisser les coûts. D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, je vais vous expliquer et puis je vais vous donner l'exemple. Ils disent que chaque État, chaque pays doit se spécialiser à produire des produits dont il possède un avantage absolu avec un coût qui est très faible. Par exemple, on va prendre l'exemple le Maroc et la France. Donc, le Maroc et la France, on va prendre l'exemple de deux produits. On va prendre l'exemple des tomates, d'accord, et l'exemple des voitures. Donc, imaginez-vous, ou bien le Maroc, par exemple, il produit des tomates. Il a un avantage de produire les tomates parce qu'il est dans une zone géographique qui est favorable, il y a de la pluie, il y a les conditions de météo, il y a plusieurs conditions favorisant qui aident le Maroc à produire des tomates avec un coût qui est très faible et des tomates de qualité. Il a un avantage. Mais les voitures, par exemple, le Maroc n'a pas assez de compétences, n'a pas beaucoup de connaissances à produire une voiture
toute une voiture. Il n'a pas des composants, il n'a pas des il n'a pas des usines, il n'a pas beaucoup de choses. Donc pour produire une voiture, ça nécessite beaucoup de choses et ça va coûter trop cher. Et pour les tomates, il peut produire beaucoup de tomates de qualité avec un prix qui est très faible. Pour la France, il peut produire des voitures, il a des compétences, il a des usines, il a le savoir-faire, il a toutes les conditions nécessaires pour produire des voitures de qualité avec un prix qui est très faible. Mais par contre, les tomates, il n'a pas les conditions nécessaires pour produire des tomates. Il y a toujours de la pluie, il n'y a pas du soleil, la terre n'est pas bien, donc il n'a pas des bonnes conditions. Donc pour produire des tomates, il est très difficile pour la France de produire les tomates et ça va être très cher. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on appelle la théorie. Donc, selon la théorie des avantages absolus, le Maroc, il va exporter les tomates en France, il va importer les voitures, tout simplement. D'accord? Donc, c'est ça la théorie. Donc, chaque pays essaie de se focaliser, de se concentrer sur les produits dont il a un avantage et il importe les autres produits dont il n'a pas un avantage. D'accord? Parmi les autres théories qu'on trouve dans l'école classique, il y a la théorie de la répartition, c'est-à-dire que le revenu ou bien la richesse créée dans l'économie servent à rémunérer trois facteurs, le salaire, le profit et la rente. La rente, c'est-à-dire le prix payé pour l'usage de la terre, c'est-à-dire ou bien le loyer. Donc la richesse, ou bien quand l'entreprise gagne de l'argent, cet argent-là, il sert à quoi? Premièrement, il va payer les salaires des personnes qui ont travaillé. Deuxième chose, c'est le profit de l'investisseur, ou bien le propriétaire. Et troisième chose, le loyer. Parmi les idées aussi partagées dans l'école classique, c'est le non-intervention de l'État, c'est-à-dire que Adam Smith, il a dit que il ne faut pas que l'État intervienne dans l'économie, il faut laisser l'économie libre. D'accord? Le rôle de l'État se limite juste d'assurer la sécurité, la gendarmerie, construire les routes, l'infrastructure, la justice, etc. Et aussi, il y a la théorie de la main invisible. Donc, la théorie de la main invisible qui dit que l'intérêt individuel conduit naturellement à l'intérêt général de la société. C'est-à-dire que l'intérêt général, c'est la somme des intérêts individuels de chaque individu. Des intérêts individuels de chaque individu. Si chaque personne se concentre sur son intérêt personnel, à la fin, tout va bien. D'accord? Ça, c'est d'une manière qui est très simple. Donc, ça, c'est pour l'école classique. J'espère que vous l'avez compris. Maintenant, on va voir le courant marxiste. Donc, le courant marxiste est un courant qui a été proposé dans les travaux de Karl Marx dans le 19e siècle, qui procède à une analyse qui est critique. Donc, Karl Marx, il critique le système classique. Marx, il considère qu'il y a une opposition entre deux classes sociales. Donc Marx, il dit que il y a deux types de classes, ou bien deux classes. Il y a la classe bourgeoise, il y a la classe des ouvriers. Donc la classe bourgeoise, il possède le capital, il a les facteurs de production, il a le capital, il a l'argent. Et la classe des ouvriers, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont juste la force de travail. C'est tout. Et Marx dit, voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc parmi les théories développées par Marx, il y a la théorie de la plus-value. Donc la théorie de la plus-value, ils disent que, ou bien ils démontrent qu'il existe un écart entre le travail fourni par les ouvriers et leur rémunération. Donc dans cette théorie, ou bien Marx, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le travail des ouvriers est plus grand
mais ils reçoivent un salaire qui est très petit. Et c'est cette différence, cet écart-là qui fait que la classe des bourgeois gagne beaucoup d'argent. Et là que Marx dit que la classe bourgeoise exploite vraiment la classe des ouvriers. D'accord? Et parmi les théories aussi développées par Marx, c'est la théorie de la valeur. Donc selon Marx, la valeur d'une marchandise est déterminée par la quantité de travail nécessaire à la production de cette marchandise. Donc c'est ça la valeur, ou bien la théorie de la valeur selon lui. Donc aussi Marx, il favorise, bien il encourage la propriété collective des actifs industriels et des terres pour lutter contre l'inégalité entre les classes sociales. Donc c'est un système qui est social, c'est-à-dire que la seule qui peut posséder ou bien créer des entreprises, c'est l'État. Dans ce cas-là, pourquoi? Parce que si l'État possède les moyens de production, s'il possède les terres et tout ça, il va être sûr, bien l'État va s'occuper à répartir la richesse d'une manière qui est égale à toutes les personnes qui vivent dans la société. Par contre, si dans le système libéral, les individus qui créent des entreprises, ils vont pas répartir d'une manière qui est égale. Ils vont juste garder leur argent, etc. Et comme ça, il y aura de la pauvreté, il y aura des inégalités, etc. Marx pense comme ça. Ils disent que les facteurs de production doivent être juste possédés par l'État pour qu'il assure une répartition qui est égalitaire de la, de la richesse. Voilà. Maintenant, on va voir le courant keynésien. Donc, le courant keynésien, donc c'est un courant, bien c'est une école de pensée économique fondée par l'économiste britannique John Keynes. D'accord? Au début du XXe siècle. Et son analyse est macroéconomique, c'est-à-dire il traite l'économie d'une manière qui est générale ou bien à l'échelle nationale. D'accord? Il considère que les marchés ne doivent pas être libres, il faut que toujours l'État intervienne pour réaliser l'équilibre. D'accord? Donc c'est ça le concept de Keynes. Donc son approche, comme j'ai dit, c'est une approche qui est macroéconomique, c'est-à-dire que il traite l'économie, bien il analyse l'économie d'une manière qui est générale. C'est le contraire des néoclassiques. Les néoclassiques, ils se concentrent, ils se focalisent, ils essaient d'étudier chaque individu ou bien chaque agent économique seul. D'accord? Alors là, Keynes, ils disent qu'il traite l'économie, il analyse l'économie d'une manière qui est très générale à travers ce qu'on appelle des agrégats, comme le PIB, l'inflation, le taux de chômage, la consommation, la production, l'investissement, etc. Et voilà. Donc ça, c'est l'approche de Keynes. Ils disent aussi que l'État doit intervenir dans l'économie pour relancer la demande effective à travers des politiques de relance. Voilà. Donc, Keynes disent que donc c'est un concept, le courant de Keynes, c'est un concept qui est apparu après la crise de 1929. Donc, après la crise de 1929, Keynes dit que c'est très dangereux de laisser les marchés libres. Il faut que l'État intervienne pour régulariser l'économie, pour trouver l'équilibre. Comment? À travers ce qu'on appelle des politiques budgétaires, des politiques monétaires. Des politiques budgétaires comme le fait que l'État investit dans l'infrastructure, il investit dans... Voilà. Ou bien les politiques monétaires. Les politiques monétaires comme... voilà, si l'État, par exemple, trouve qu'il y a beaucoup de choses, ou bien des problèmes au niveau de, on va dire, l'inflation, juste avec la monnaie, l'État peut baisser ou bien augmenter le taux d'intérêt. D'accord? Parmi les choses aussi que, ou bien les théories partagées par Keynes, c'est la monnaie.
Donc pour les classiques, ils disent que la monnaie, c'est juste un moyen de transaction, bien un moyen de paiement. Il n'a pas de rôle dans l'économie. Alors la Keynes dit non, la monnaie a un rôle qui est très important dans l'économie. Il considère que la monnaie remplit trois fonctions. Motif de transaction, motif de précaution, motif de spéculation et aussi un moyen euh, que l'État utilise pour régulariser l'économie. D'accord? Juste par exemple, si l'État trouve qu'il y a un niveau d'inflation qui est très élevé dans l'économie, l'État peut augmenter le taux d'intérêt. Si l'État augmente le taux d'intérêt, les entreprises ne vont pas prendre des crédits, les individus ne prennent pas les crédits, donc les prix ils vont baisser, donc le niveau d'inflation va baisser, juste avec la monnaie et le taux d'intérêt, d'accord? Vous pouvez voir le pouvoir de la monnaie, d'accord? Donc voilà, donc aussi Keynes considère que c'est la demande qui est le moteur de croissance. Et il faut stimuler la demande pour avoir l'équilibre. Ils disent que parmi les choses qui ont causé la crise, il n'y avait pas de demande. Les entreprises ont des produits, il y a beaucoup d'offres, mais il y a personne qui demande cette offre-là, il n'y a personne qui va acheter. Donc selon Keynes, il faut toujours stimuler la demande. La demande, c'est le moteur de la croissance. S'il y a la demande, il y aura de la croissance. S'il n'y a pas de la demande, c'est la crise. D'accord? Donc c'est ça l'idée, ou bien parmi les idées générales partagées de Keynes. Donc voilà, j'ai déjà fait un résumé pour l'introduction à l'économie. Je vais les laisser dans la description. Aussi des questions d'examen une série de vidéos que j'ai déjà fait, les QCM d'introduction à l'économie. Tous ces playlists, je vais essayer de les laisser à vous dans la description. Si vous voulez que je vous accompagne pour améliorer votre niveau de français jusqu'à vous arriver à parler français couramment, je vous laisserai le lien dans la description. Vous cliquez et vous me rejoignez. Et voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine série de vidéos.